Hola, ¿qué tal? C'est la Godasse. Aujourd'hui, on part sur 4 histoires un peu flippantes, un peu mystérieuses. J'espère que vous allez kiffer. On change complètement de registre par rapport à l'ancienne vidéo. C'est un peu plus glauque, un peu moins drôle. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, on essaie de sortir une vidéo par semaine. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite, mais avant ça, la vidéo est sponsorisée par personne parce qu'on a 60 abonnés. Allez, let's go! Ça, c'est le SS Ouran-Médan. C'est un bateau commercial qui a navigué dans les années 1940. Mais si je vous disais que ce navire fera l'objet de la plus effroyable et mystérieuse disparition maritime qu'on ait jamais connue. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté une histoire plus ou moins similaire dans un ancien TikTok, c'est sur Instagram également. N'hésitez pas à les voir, c'est sur le SS Baichimu. On reprend tout de suite. Bref, revenons à notre navire, car l'histoire est tellement folle qu'elle va vous glacer le sang. Comme je vous le disais, le SS Ouran-Médan est un bateau commercial néerlandais. Il naviguait dans les eaux de Malacca entre 1947 et 1948. Quand un jour, on n'a pas de date précise, mais je vais vous raconter quand même. Et selon les récits de l'époque, plusieurs bateaux aux alentours, ce jour-là, ont reçu des appels de détresse venant du SS Ouran-Médan. Le message intercepté était en code morse, mais on arriva à comprendre quelques phrases. Voici donc 3 phrases. La première, c'est « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, couchés dans la salle de cartes et sur le pont ». La deuxième était « Probablement tout l'équipage est mort ». Et la dernière était « Je meurs ». Juste 2 mots. Ce jour-là, la communication était très mauvaise, parce que chaque message se terminait par des grésillements et un silence glaçant. Le premier navire à répondre à cet appel de détresse était un navire américain, le Silver Star. Lorsque l'équipage du Silver Star monte à bord du Ouran-Médan, ils se retrouvent tous figés dans un silence de mort complet, subjugués par la scène devant eux. Absolument tout l'équipage était mort, les yeux grands ouverts et les bras tendus, comme s'ils étaient morts apeurés, complètement morts de peur, et pourtant aucune trace de blessure n'est visible sur leur corps. Et pour couronner le tout, dans cet équipage, il y avait un chien qui a été retrouvé également mort dans une posture agressive. Quelques heures après leur arrivée sur le bateau, un incendie s'est déclenché dans la soute du navire. L'équipe de sauvetage n'a pas eu d'autre choix que de se précipiter en dehors du navire le plus vite possible. Et très peu de temps après, le Ouran-Médan a complètement explosé et coulé au fond de l'océan, emportant tout espoir de vérité. La question qui se pose depuis toutes ces années, c'est « mais que s'est-il passé à bord ?» Pour éclaircir ce mystère, il y a forcément quelques théories et on va les voir ensemble. Certains disent alors que sur ce bateau, il y avait des substances chimiques ou alors des gaz toxiques qui sont petit à petit évaporés ou échappés et qui a donc tué tout l'équipage. D'autres pensent alors à des phénomènes paranormaux. Et pour finir, d'autres personnes pensent qu'il y a eu une attaque de pirates ou encore pire, une expérience de guerre chimique. À l'heure actuelle, l'authenticité de cette histoire est fortement débattue. Je vous explique. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de ce navire dans les registres maritimes néerlandais ou britanniques. De plus, le lieu et la date varient selon les sources et aucun témoin ni matériel n'a été retrouvé à ce jour. Et en parlant de théorie, certains pensent que c'est un mythe ou simplement une légende urbaine. Pour conclure cette histoire, si ça se trouve, l'expression mort de peur prend tout son sens ici et l'équipage aurait vu une chose tellement terrifiante qu'ils y ont tous perdu la vie. L'histoire de l'hôtel Cecil est une histoire vraie, sûrement l'une des plus terrifiantes et plus mystérieuses que Los Angeles n'a jamais connue. Situé au 640 South Main Street, cet hôtel a été le théâtre de nombreux événements tragiques et inexpliqués depuis son ouverture en 1927. Il a été construit en 1924 par les promoteurs de William Banks Hayner, Charles Dix et Robert Shops. A l'origine, cet hôtel avait plus ou moins 700 chambres, destinées alors aux hommes d'affaires, mais également aux touristes. Mais suite à la Grande Dépression et au déclin de la région, l'hôtel a vite perdu de son prestige. Les premiers incidents tragiques remontent alors en 1930. L'hôtel a été le site de plusieurs suicides. Et petit à petit, la réputation de l'établissement a commencé à se ternir. Dans ces suicides, certains ont complètement ingéré du poison, pendant que d'autres sont littéralement jetés par la fenêtre. Mais encore plus flippant que des suicides ou même des accidents, il y a également eu des meurtres dans ce lieu. En premier, il y a Elizabeth Short, en 1947. Elizabeth a été vue pour la dernière fois au bar peu avant d'être retrouvée brutalement assassinée dans un terrain vague non loin de Los Angeles. Et pour poursuivre, Goldie Osgood en 1964. Elle sera alors retrouvée abusée, étranglée et poignardée dans sa chambre d'hôtel et à ce jour, le meurtre n'a jamais été résolu. Mais dans cet hôtel, on a également eu des visites de criminels. Il y a eu le surnommé traqueur nocturne Richard Ramirez dans les années 1980. Il aurait alors commis des meurtres brutaux dans tout Los Angeles avant de trouver repli dans cet hôtel. Tout en couvrant la criminalité de Los Angeles, Jack Unterweger, en 91, un écrivain autrichien journaliste, a séjourné dans ce lieu. En réalité, c'était un tueur en série et il a assassiné plusieurs prostituées dans cette chambre d'hôtel pendant son séjour. Vous en savez donc maintenant un peu plus sur cet hôtel. Cependant, l'histoire la plus effroyable est à venir et c'est celle de Elisa Lam. Cette affaire, c'est la plus célèbre et la plus récente de ce lieu. Elisa Lam, c'est une étudiante canadienne de 21 ans. En janvier 2013, elle décide de séjourner à l'hôtel, mais quelques temps après, elle disparaît mystérieusement. Les images de vidéosurveillance montrent Elisa paniquée, agissant de manière bizarre, elle a l'air d'être apeurée.
Je pense que vous avez déjà vu ces images circuler sur internet parce qu'elles ont été largement diffusées et en plus elles ont suscité une très grande spéculation. Personnellement, quand je vois les vidéos de la caméra surveillance, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et voici les images. Elisa a disparu depuis maintenant quelques temps, mais certains clients de l'hôtel commencent à se plaindre du goût et de la couleur de l'eau. Une fouille a donc été mise en place, plus particulièrement sur le toit de l'hôtel dans le réservoir d'eau. Vous voyez où je veux en venir? Son corps a été retrouvé dans le réservoir de cet hôtel, sur le toit. Ce qui est le plus glauque dans cette histoire, hormis la disparition de Lisa, c'est que certains clients de l'hôtel ont donc bu, se sont lavés et ont même cuisiné avec cette eau polluée. Aujourd'hui, l'hôtel Cécile, malgré lui, est devenu un symbole de tragédie et de mystère, attirant alors les passionnés de crime, mais également les amateurs de paranormal. L'histoire de ce lieu est alors marquée à tout jamais par ses crimes, ses meurtres et ses suicides. Lui, c'est Brandon Swanson. C'était un étudiant de 19 ans venant du Minnesota. Il a disparu mystérieusement dans la nuit du 13 au 14 mai 2008. Sa disparition reste l'une des affaires les plus intrigantes non résolues de tous les États-Unis. Le 13 mai 2008, après avoir fini les cours, Brandon décide de rejoindre ses amis près de Canby, à 50 km de son domicile à Marshall, afin de célébrer la fin du semestre. La fête se passe, tout se passe bien, et vers minuit, Brandon décide de rentrer chez lui. Aux alentours de 1h15 du matin, Brandon appelle ses parents Brian et Annette Swanson afin de leur annoncer qu'il a fait un accident et qu'il est actuellement coincé dans un fossé. Malgré ses efforts, il n'arrive pas à se localiser précisément. Il pense alors être proche de la petite ville de Lynn, à seulement 20 minutes environ de Marshall. Il demande alors à ses parents de venir le chercher le plus rapidement possible. Ses parents prennent donc la route le plus rapidement possible et essayent de localiser la voiture de Brandon en utilisant les indications qu'il lui a données par téléphone. Pendant 45 minutes, il reste en appel avec ses parents, marchant le long de ce qu'il pensait être une route. Au bout d'un moment, il mentionne à ses parents qu'il voit des lumières au loin et qu'il pense que c'est la ville de Lynn. Soudain, Brandon crie au téléphone alors « Oh merde !» brusquement avant que le téléphone s'éteint. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais c'était la dernière fois que sa voix fut entendue. Malgré des efforts immenses, incluant des policiers, des volontaires ou même des chiens, Brandon n'a jamais été retrouvé. Cependant, sa voiture a été retrouvée le lendemain matin, mais à 30 km de là où il pensait être. Cette découverte a alors rendu la situation encore plus confuse, parce qu'il avait complètement mal jugé sa position. Et énormément de théories ont émergé concernant sa disparition. Certains pensent alors qu'il est tombé dans la rivière de Yellow Medicine, pourtant elle a bien été fouillée de fond en comble et les recherches n'ont abouti à rien. Après avoir lu cette histoire, je pense autrement. Et comme beaucoup d'autres personnes, je pense qu'il a été victime d'un acte criminel, bien que les preuves soient manquantes. Malgré tout ça, cette affaire a conduit à la promulgation de la Brandon Law au Minnesota. Cette loi oblige alors les forces de l'ordre à lancer immédiatement des recherches intensives pour les adultes disparus dans des circonstances inhabituelles. Et ça, sans attendre le délai de 24 heures qui était initialement prévu. Les années passent, cette affaire reste ouverte, non résolue et continue d'intriguer énormément de personnes. Sa famille en particulier garde alors espoir de trouver des réponses à ce mystère et de clore enfin ce chapitre douloureux de leur vie. On le voit clairement pas avec le pull, mais je vous assure que tout en racontant cette histoire, j'ai eu énormément de frissons. Moi je trouve ça dingue qu'une personne puisse disparaître mystérieusement comme ça. Et ce qui me glace encore plus le sang, c'est vraiment le oh shit au téléphone. C'est vraiment bizarre. En tout cas c'est vraiment bizarre, mais je vous laisse avec la prochaine histoire. Ça, c'est Isla Muñecas, appelée également l'île des poupées au Mexique, et croyez-moi, son histoire est plus qu'effroyable. Située dans les canaux de Xochimilco près de Mexico, cette île est devenue très populaire, car à cet endroit précis, des centaines de poupées sont pendues ou accrochées à des bâtiments. Les images font froid dans le dos, je vous l'accorde, mais revenons à la source et au tout début de cette histoire. L'histoire de l'île des poupées commence avec le Don Julian Santana Barrera, un ermite. Pour ceux qui ne savent pas, un ermite c'est quelqu'un qui choisit de vivre seul, loin de la civilisation et par ses propres moyens. En 1950, Don Julian retrouve le corps d'une jeune fille noyée dans un canal près de son île. Peu de temps après, il découvre une poupée flottante dans l'eau. En hommage à la petite fille, il décide de la prendre et de l'accrocher sur un arbre. Julian est alors persuadé que l'esprit de cette petite fille hante l'île. Alors petit à petit, il décide de réunir des poupées à droite à gauche pour les accrocher une par une sur les arbres, afin d'apaiser et repousser les mauvais esprits. Et pendant plus de 50 ans, il a ajouté des poupées à sa collection, en les récupérant à droite à gauche, dans des poubelles, dans des canaux. Évidemment, les poupées sont en mauvais état, mutilées par le temps, ce qui ajoute à cette île une ambiance vraiment froide et glauque. Malheureusement, en 2001, Julian fut retrouvé dans ce même canal, où il avait quelques années avant prétendument retrouvé cette jeune fille noyée. Sa mort a donc intensifié le mystère et la légende entourant toute cette île. Certaines personnes pensent que l'esprit de la petite fille l'a finalement emporté, pendant que d'autres pensent tout simplement qu'il est mort naturellement. Et depuis la mort de cet homme en 2001, l'île des poupées a attiré énormément de visiteurs, autant des touristes que des chasseurs de fantômes.
Les visiteurs rapportent alors une sensation étrange. Des bruits, des murmures ou même une sensation étrange de mal-être, des mouvements même inexplicables. Certains affirment alors que les yeux des poupées les suivent ou même que leurs bras et leurs jambes bougent d'eux-mêmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'île est devenue une attraction touristique macabre. Des excursions en bateau permettent alors aux visiteurs de voir toute cette collection de poupées. Bien que de nombreuses personnes trouvent l'île effrayante, d'autres la considèrent comme un mémorial touchant et respectueux. Avant de commencer cette histoire, il faut savoir qu'on se rapproche plutôt d'un mythe. En effet, on n'a aucune preuve tangible que ça a vraiment existé. Mais je la trouve assez flippante et je voulais vous la raconter. Lui, c'est David Lang, un fermier vivant avec sa femme et ses enfants à Gallatin dans le Tennessee. Mais un beau jour, il laissera brusquement derrière lui sa famille, une disparition mystérieuse que je vais vous raconter tout de suite. Un après-midi d'été, David marchait tranquillement dans son champ sous le regard de sa femme Emma et de ses deux enfants. Assez fréquemment, le juge August Peck et son frère venaient en calèche pour rendre visite aux Lang. Pendant que David marchait tranquillement pour accueillir le juge, soudainement, il disparut devant les yeux de tout le monde, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Tous sont restés figés en voyant la scène. Immédiatement, la famille et ses voisins courent vers David, à cet endroit précis, pour comprendre est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il s'est fait mal. Ils ratissent le champ, mais sans succès. À cet endroit précis, il n'y a aucun trou, aucune caverne, aucune crevasse, ni même le corps de David. Des mois après la disparition, la famille rapporta alors des phénomènes étranges. Les enfants affirmant alors, parfois, entendre la voix de leur père appelant à l'aide depuis l'endroit où il a disparu. Bien que la voix soit de plus en plus faible avec le temps, comme si son âme s'était consumée petit à petit. Il y a un petit détail qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que, plus ou moins là où David a disparu, un cercle jauni s'est formé en plein milieu du champ et plus rien n'a jamais poussé à cet endroit pendant des années. Encore une fois, une enquête ultérieure approfondie par des historiens n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de David, ni même de preuves tangibles. Face à ça, on ne sait pas si c'est une simple théorie, une vérité ou un mensonge, mais cette histoire je l'ai trouvée vraiment sympa.